Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne podcast L'Âge d'Or. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours. Beaucoup de gens qui m'ont dit « Oh là là, mais c'est trop bien les podcasts que tu fais, les sujets que tu vas aborder, mais surtout, n'oublie pas de faire une émission sur toi, sur ton parcours, parce que ça plaît toujours aux gens, les histoires de vie, etc. » Et c'est vrai, moi-même, j'écoute beaucoup de podcasts sur les plateformes, et j'aime bien les gens qui racontent leur vie. En plus, c'est toujours sympa de parler de soi. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas quelque chose qui m'intimide. Donc, je vais vous raconter un peu mon parcours. Je vais vous raconter comment j'en suis arrivée là. Encore une fois, je fais ça d'une traite. J'ai pas de notes sous les yeux. J'aime bien l'impro. Donc, pardonnez-moi si je bafouille, si je dis des bêtises plus grosses que moi. Je trouve que dans la vie de tous les jours, voilà, c'est ça, hein, l'improvisation. On se lance sans parachute et on voit ce qui se passe. Alors il faut savoir que moi j'ai été élevée dans une famille à la base où on utilisait beaucoup la médecine douce sans vraiment le savoir. Bon voilà, les remèdes de grand-mère, on se soignait beaucoup avec l'homéopathie, on n'était pas le genre de famille à avoir une espèce de pharmacie de la taille d'un meuble de cuisine quoi. On avait la base mais on se soignait surtout par l'homéopathie. J'avais un grand-père, le père de ma mère, qui avait vécu 2 hémiplégies dans sa vie et donc qui avait été paralysé plusieurs fois de tout un côté du corps et qui, à la force du mental, avait réussi à retrouver sa motricité. Et ça, je peux vous dire que c'est un bel exemple. Puis c'est quelqu'un qui utilisait beaucoup l'argile, énormément l'homéopathie, etc. Si bien que quand je venais en vacances chez lui à Biarritz quand j'étais petite, parce qu'à la base moi je suis de la région parisienne, j'arrivais à me coller direct des cotons-tiges d'argile dans le nez, des cataplasmes, des trucs. Bon, c'était un peu une espèce de laborantin un peu chelou dans son grenier aménagé là, qui faisait des potions, des trucs, qui testait. Et puis quand nous on arrivait, on était un peu ses cobayes. Et moi j'avais, comme c'était un homme anglais d'origine britannique, il avait un accent à couper au couteau et donc j'ai mis du temps à capter que c'était mon grand-père en fait, parce il parlait pas, il avait l'accent de ouf quoi. Donc bon, c'était un monsieur que j'aimais beaucoup et qui m'a enseigné en fait il me donnait des conseils sur la vie. Très tôt il m'a dit que il fallait jamais croire ce que j'écoutais à la télé, ce qu'on montrait à la télé, il fallait toujours se faire sa propre opinion. Il avait quand même un recul sur les choses, alors des fois un peu trop, mais pour l'enfant que j'étais, ce qu'il disait, ça avait du sens. Je le considérais pas comme un taré ou comme un hurluberlu parce qu'il me disait que fallait pas utiliser de médicaments, qu'il fallait faire attention à son alimentation, etc. Comme d'habitude, j'ai pas mis mon téléphone en sourdine. Donc voilà, j'ai grandi dans une famille, j'ai eu une enfance assez pauvre et il n'était pas question de tomber malade. Parce que déjà on n'avait pas de voiture, on habitait en région parisienne comme je vous l'ai dit et si on avait un accident ou quoi que ce soit en plein milieu de la nuit, même en plein milieu de la journée, ça allait être compliqué pour aller à l'hôpital. Donc on avait une maman qui fonctionnait vachement en fin de compte à la pensée positive et bizarrement on est tombé assez peu malade. Ma sœur elle faisait beaucoup d'angines. Moi mon problème c'était le ventre. Voilà, une qui avait mal au sinus, l'autre qui avait mal au ventre, mais grosso modo on s'en sortait plus ou moins bien quoi. Donc moi à la base je suis musicienne, je suis chanteuse. Et oui, c'est étonnant. D'ailleurs, je fais un petit peu de pub pour mon groupe. Si jamais ça vous intéresse, sur Instagram, mon groupe s'appelle dynasty.off, O2F et dynasty comme dynastie avec un Y. Et voilà, on fait de la musique. Bon, je vous en reparlerai de toute façon. Mais à la base, moi, je suis musicienne, donc j'ai fait mes études, j'ai passé mon bac, etc. Et puis je me suis vraiment lancée sérieusement dans la musique. J'ai fait plein de choses, bon, etc., etc. Et puis, je sais plus en quelle année c'était. Bon, j'étais déjà intéressée par la santé holistique, je sais pas, mais déjà j'avais une mauvaise image
de la médecine allopathique, de ce que le représentait. Je trouvais les hôpitaux extrêmement froids. Je trouvais les médecins absolument pas empathiques, dans l'empathie. Empathe, donc, ouais, je crois qu'on dit ça comme ça. Et je sais pas, quand j'étais malade et que je prenais un médoc, je me disais, mais c'est bizarre. C'est bizarre qu'on ait inventé des médicaments pour stopper la maladie et qu'on laisse pas le corps faire. C'est chelou. Et puis ce qui me choquait vachement, c'est que j'avais un docteur, je vais donner son nom, mais bon, peu importe, qui s'appelait le docteur Ducourtieu, dans le 94. Et à chaque fois que j'allais le voir, le gars, je le trouvais sympa, hein, voilà, mais bon, il y avait deux choses qui me choquaient. Déjà, le mec, il était pas bien. Il était pas en santé. C'était pas le mec qui respirait la santé. Je l'ai eu en médecin de famille de ma naissance pratiquement à le jeune âge adulte, quoi, si vous voulez. Donc, je l'ai vu en 20 ans, quoi. Et il était pas bien, quoi. Vous savez, ce genre de médecin, qui a pas bonne mine, à qui il manque des cheveux, qui est un peu transpirant enfin qui est pas bien, quoi, qui est pas sain, enfin qui reflète pas la santé comme moi je le voyais. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et puis il m'auscultait et donc il regardait comme tout le monde, hein, mes oreilles, le fond de ma gorge, nanani, ma tension, etc. Et le mec il me sortait une maladie. Ok, c'est une rhinopharyngite. Ok, c'est une angine. Ok, c'est une une trachéite. Ok, c'est une je sais pas quoi de machin. Et antibio direct, hein. Alors, j'en ai pas eu beaucoup des antibiotiques dans ma vie parce que comme je vous l'ai dit, moi c'était plutôt le ventre mon problème. Mais je me dis mais comment le gars en regardant 2 symptômes, en me posant aucune question, il arrive à trouver la maladie? C'était chelou. Dans ma tête, je me disais mais c'est bizarre. C'est bizarre parce que ça pourrait être complètement autre chose. C'est global, quoi. Donc je sais pas, j'avais une vision déjà un peu vénère, j'ai envie de dire, de ce monde-là. Et puis, des événements familiaux se sont passés. Et moi, je cumulais les petits boulots à Paris. J'étais beaucoup hôtesse d'accueil. En fait, à côté de la musique, j'avais plusieurs tafs, quoi, pour essayer de m'en sortir. Franchement, autant vous dire que dès que j'avais payé mon loyer, j'avais plus de quoi m'acheter une chouquette à la boulangerie du coin. Je vous le dis direct. J'étais pas heureuse, hein. Franchement, j'étais pas du tout. Je vais pas vous dire que j'ai vécu la bohème, que j'avais plein d'amis, que je sortais après le boulot, que j'allais boire des verres en after work. Non, pas du tout. C'était pas du tout ça ma vie. J'étais très solitaire. J'étais déjà une fille hypersensible et très mélancolique. Je me sentais très seule à Paris. Ma mère était dans le Loir-et-Cher, mon père était à l'étranger comme il l'a toujours été, plus ou moins. Ma sœur et moi, c'était une période où on se calculait pas trop. Donc, ouais, j'étais vraiment très malheureuse. Et puis, j'avais quand même un peu de poids en trop. C'était pas un truc de ouf. Je vais pas dire que j'étais en surpoids ou nanana, mais j'étais pulpeuse. J'étais réellement pas mal pulpeuse. Donc, bon, à 20 ans, on a encore le baby face, le truc, le machin, on est encore pas tout à fait terminé. Mais comme j'ai dit dans un autre podcast, j'étais pas une grande sportive, j'ai pas grandi dans une famille de sportifs à proprement parler. Nous, on est plus une famille d'intellos, de littéraires, de personnes qui travaillent beaucoup la culture entre guillemets, etc. Et on aurait pu être les deux, mais voilà, il se trouve qu'on était plutôt dans ce délire-là. Et ouais, j'étais malheureuse parce que j'étais absolument profondément et intimement convaincue que je voulais faire de la musique, que j'étais faite pour ça. C'est un milieu très particulier, un peu d'arcos sur les bords, pour pas dire beaucoup d'arcos. Et c'était difficile parce que j'avais pas vraiment d'adjuvant autour de moi, j'avais pas d'aide. Déjà, j'avais pas les moyens. J'étais pas ce genre de fille à qui on avait payé une école de musique, une école de chant, une école de comédie musicale, qui pouvait aller faire du sport la journée dans sa salle de sport et puis chanter le soir et puis après. Non, moi il fallait vraiment que je travaille pour payer mon loyer, pour faire mes courses, etc. Donc je passais beaucoup de temps dans mes tafs. Et Dieu sait que j'en ai fait des tafs de merde, sincèrement. Franchement, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Podium, vous pourrez aller l'écouter. C'est toute ma vie, c'est l'histoire de ma vie. Et
et je me posais déjà beaucoup de questions sur l'existence. Je comprenais pas le sens de la vie, je comprenais pas pourquoi on était là, je comprenais pas pourquoi certains partaient avec de meilleures chances que d'autres. Je me posais des questions sur ma famille, sur mes parents, puis j'étais évidemment en amour, j'étais vraiment totalement dans les blessures d'abandon et de rejet, donc c'était une vraie galère. Et puis physiquement j'avais ces kilos en trop, donc moi j'ai de la chance entre guillemets parce que quand je prends du poids, je grossis un peu partout quoi. Donc c'est global, c'est pas juste je prends juste dans les hanches ou je prends juste dans les bras, non, ou les fesses ou je sais pas quoi, je prenais partout, donc voilà. Mais je me disais mais c'est chelou, et donc je commençais à faire je vous ferai de toute façon un podcast spécial là-dessus. J'essayais des régimes comme tout le monde, j'allais faire du running, mais bon, il se passait rien quoi. Je prenais du poids, j'étais pas bien quoi, j'étais malheureuse en fait. Et un jour, ma mère est tombée gravement malade. En fait, la maladie, je l'ai vue s'installer au fil des années. J'avais une maman qui était extrêmement migraineuse, extrêmement, qui avait des hémorragies pas possibles quand elle était indisposée. C'est difficile de voir sa maman souffrir hein, quand on est petit. C'est très compliqué ça. Hein. C'est compliqué de pas reproduire aussi les schémas plus tard quand on est grand. Et en fait, je me rappelle des nuits où ma mère a commencé à ne plus dormir, à faire des insomnies parce qu'elle commençait à avoir des douleurs dans le corps un peu partout. Et je me réveillais la nuit aussi, je l'entendais boire du café en bas et je descendais et je devais avoir 12, 13, 14 ans. Et on refaisait le monde ensemble, on parlait, elle me disait mais Bab, il faut aller te coucher chérie, t'as école demain. Et puis moi notre père était parti refaire sa vie ailleurs et donc on était toutes les trois dans un patelin, pas de voiture, fallait tenir quoi, c'était chaud. Et en fait j'avais beaucoup de chagrin pour ma mère. C'était hyper dur pour moi de la voir dans cette situation-là. Ma mère, c'était mon gars sûr, quoi. C'était vraiment l'amour de ma vie. Plus. On avait une relation extrêmement fusionnelle, etc. Et je ne supportais pas de la voir dans cet état. Et donc, je restais avec elle pour me dire, ouais, c'est mort. Elle souffre, mais je restais avec elle. Je lui fais des blagues, je lui ramène des bons résultats à l'école, tatati. Et franchement, j'en ai passé des soirées avec ma mère à regarder Urgence, à regarder des émissions littéraires, Déraciner des ailes, striptease, des trucs. Je crois que c'est ça aussi, finalement, parce que les meilleures émissions, en vrai, elles passaient tard le soir. Ruquier et compagnie, machin. Et c'est ça qui m'a forgé, qui m'a apporté beaucoup de culture, comme quoi la vie est bien faite, hein, qui m'a forgé aussi une idée du monde, et qui m'a appris aussi à devenir libre penseur. Parce que ma mère elle regardait les émissions mais elle remettait toujours tout en question. Elle disait ouais moi lui je l'aime pas, non moi je suis pas d'accord. Elle répondait en fait quand il y avait des interviews, elle parlait quand la personne répondait en interview et ça je kiffais et j'ai pris beaucoup d'elle là-dessus. Et en fait au fil des mois j'ai vraiment vu l'état physique de ma mère s'aggraver. Et donc elle a commencé à passer de toute façon ma mère elle a toujours souffert toute sa vie de plein de merde. Franchement elle a eu toute sa vie des merdes physiques. Et en fait, elle a passé des tests au bout d'un moment et on en a conclu que c'était une polyarthrite rhumatoïde. Donc en gros, une arthrite dans tout le corps, très profonde, très marquée, très inflammatoire. Et c'est compliqué ces maladies-là parce que là, vous connaissez, on vous dit arthrite, vous connaissez aujourd'hui. Mais croyez-moi, 15 ans en arrière, c'était des maladies extrêmement mal diagnostiquées. D'ailleurs, au final, c'était pas une polyarthrite rhumatoïde, c'était bien pire. Et en fait, c'est des maladies invisibles parce que tant que le corps ne se déforme pas, tant qu'il n'y a pas de plaie, alors il y a des cas d'arthrite qui déforment, hein. Mais en fait, tant que la personne elle est toujours bien physiquement, on ne croit pas vraiment à sa maladie. Et ça a été hyper chaud parce que ma mère, elle travaillait à la mairie de là où on vivait, et en fait, beaucoup de gens pensaient qu'elle allait bien en vrai. Et donc, ma mère, c'est une meuf qui a v'là le mental. Vous n'imaginez même pas. Elle est invincible. Franchement, elle est invincible. Et en vrai, elle m'a toujours appris à se montrer sous son meilleur jour, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Et c'est ça la force du mental.
C'est d'un côté de dire, ok, il faut que je règle le problème, machin, j'admets que j'ai un souci, mais de l'autre côté, par respect pour les autres et pour soi-même, être toujours au top. C'est-à-dire, ma mère, elle disait, tu vas acheter une baguette de pain, tu te sapes comme Jaja. Tu te prépares, t'es belle, tu souris aux gens, t'es polie. Tu n'as pas à transmettre ta douleur, ton chagrin, ton mal aux autres. Tu gardes ça pour toi, sans froid. Et ça, c'est une très belle leçon qu'elle m'a enseignée, de ouf. Mais moi, ça me faisait du mal aussi parce que je la voyais souffrir de dingue. Je la voyais rentrer le soir à la maison. Franchement, les amis, c'était chaud. Parce qu'elle était vraiment dans le mal le plus total. Elle souffrait de partout. Et derrière, il fallait qu'elle nous fasse à dîner, qu'elle check ci, check ça. Enfin, laissez tomber, quoi. À un moment donné, on avait une petite maison avec un étage. Et à un moment donné, elle ne montait même plus aller dormir dans sa chambre. Elle dormait dans le canapé. Parce que monter les escaliers, c'était trop douloureux pour elle. Et on avait un petit cabinet en bas, et elle faisait sa toilette dans le petit cabinet, quoi, au lieu de monter dans la salle de bain. Mais nous, ma sœur et moi, on captait tout ça. Mais on n'y connaissait rien. On était adolescentes. Ma sœur, elle était assez quand même sur sa vie d'adolescente. Moi, laissez tomber, hein. Bye bye l'insouciance, bye bye les kiffs. Non, moi j'étais vraiment dans le mal pour ma mère. Ça me rongeait. Le truc, ça me rongeait la gueule et le cœur, vraiment. Et en fait, bon, évidemment, ma mère s'est mise à prendre beaucoup de cachets. Et je me disais, mais ce n'est pas possible, ça va la tuer, ces cachets-là. C'est pas possible, ça se saurait que des cachets annulent une maladie comme ça, quoi. En plus, elle en prend beaucoup, elle a commencé à en prendre, je crois qu'elle en prenait pour la dépression, elle en prenait pour l'hypertension, elle en prenait pour l'arthrite, la polyarthrite, elle en prenait pour, c'était chaud. Mais ma mère, elle tenait bon, elle se plaignait jamais. Elle se plaignait vraiment quand on la foutait en colère, qu'elle en pouvait plus, elle se mettait à pleurer et tout, que vraiment on était insolente et tout. On n'a pas été des enfants extrêmement insolents, mais quand même, on a un peu pesé dans le game à un moment donné, et voilà, quoi. Et en fait, un jour, on apprend, bon, j'étais un peu plus âgée déjà, j'étais partie de la maison, donc passé 19 ans, on apprend que elle a double maladie, double peine. Donc c'était pas de la polyarthrite rhumatoïde, c'était de la fibromyalgie. Donc la fibromyalgie, c'est une maladie auto-immune qui en gros, les organes se détruisent de l'intérieur. Les organes brûlent, les cellules brûlent littéralement de l'intérieur. Et c'est diagnostiqué dans les 5 maladies les plus douloureuses au monde. En fait, c'est comme si on vous passait constamment un fer à repasser sur le corps, en gros. Et encore, je dis ça, mais il faudrait que je demande à ma mère. Je pense que je ferai un podcast avec elle pour savoir un peu mieux ce qu'elle ressentait. Donc, comme elle prenait de la cortisone, elle a pris beaucoup de poids. Et deuxième maladie, dérèglement de la thyroïde, Hashimoto. Donc Hashimoto, c'est un dérèglement de la thyroïde qui fait qu'on est en alternance entre l'hyperthyroïdie et l'hypothyroïdie. Donc prise de poids, maux de tête, fatigue intense, dépression, prise de poids même quand tu manges que dalle, goitre, yeux exorbités, tout ça. Heureusement, ma mère physiquement elle n'a pas été trop touchée, mais par contre de l'intérieur, son système hormonal il était déglingos, éclaté au sol le truc. Donc forcément, quand une thyroïde est abîmée, autant vous dire que tout ce qui va avec est pourri, hein. Donc le pancréas, le système, les gonades, donc le système hormonal. Viens, monte. Le système utérin, les règles, etc. Enfin, un vrai bordel, plus de concentration, des trucs pas possibles. Et ça a été archi chaud. Parce que c'est des maladies qui, encore aujourd'hui, sont extrêmement mal diagnostiquées. On ne les comprend pas, parce que ce sont des maladies invisibles, et extrêmement mal soignées, évidemment. Il y a une espèce de désert médical là-dessus, je trouve. Et évidemment, il y a beaucoup de traitements, d'essais. Et on sait pas trop où ça va le bordel, quoi. Et du coup, ma mère, elle s'est mise à prendre des cachetons, mais par dizaines.
Je crois qu'à un moment donné, elle était à 18 cachetons par jour. Je sais pas si j'exagère, mais je crois que c'était dans ces eaux-là, quoi. Délire. Donc, j'ai vu clairement ma mère mourir à petit feu. Vraiment, l'expression mourir à petit feu, elle vient de notre famille. C'était vraiment très chaud. Et je me suis dit, et les médecins ont dit à ma mère, en fait, Madame, ce que vous avez, c'est vraiment la phrase que je déteste. Quand quelqu'un me dit ça, j'ai envie de lui mettre une patate, mais vénère. Parce que c'est faux. C'est archi faux. Madame, on ne guérit pas de cette maladie. Moi, j'ai envie de dire, monsieur, va te faire, et vous connaissez la suite. D'où un médecin qui a fait certes 10 ans d'études de médecine, qui est bien formaté, d'où, avec sa petite blouse blanche là et son petit diplôme, de quel droit il décide de vie ou de mort sur ma mère, sans connaître sa vie, sans connaître son enfance, sans connaître son parcours, sans connaître son dossier médical entièrement. D'où le mec lui dit, madame, on ne guérit pas et donc on en meurt. Ceux qui m'écoutent là, vous qui m'écoutez, ne laissez jamais personne au monde, même le plus grand spécialiste de mon cul, vous dire ça. Il y a même des gens qui ont le cancer du pancréas qui ont survécu. Il y a des gens qui ont survécu du sida. Il y a des gens qui ont survécu à un accident dramatique de voiture et qui se sont remis à marcher. Donc s'il vous plaît, qu'on ne me dise pas c'est incurable. Ce mot-là, je n'en veux pas. J'ai mis une croix dessus depuis un bail. C'est faux. Faux, 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 faux. Ok ? Et moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit à ma mère, je t'explique, tu ne vas pas mourir. Déjà parce que si tu meurs, moi je canne avec toi. En fait, c'était assez égoïste, mais je me suis dit, si ma mère meurt, alors que j'ai 20 ans, j'avais plutôt 24 ans, ouais, je me suis dit, je ne vais jamais survivre. Je ne vais jamais survivre. J'ai déjà trop de pète au casque. Je suis trop flinguée déjà. Je suis trop flinguée par la vie, mais pas en mode... si je suis pas en train de vous faire un truc de rappeuse qui a vécu dans les cités et tout, mais j'étais déjà trop sensible et sensibilisée par la vie. J'avais quand même vécu des trucs pas marrants, petite. Et j'étais déjà trop flinguée en vrai. Et je me suis dit, si ma mère meurt, je suis foutue. Je suis foutue. Je tiendrai pas. C'est mort. Et là, je me suis dit, ok Bab, réfléchis. Il y a forcément sur cette planète, il y a forcément sur cette terre des médecines alternatives qui ont d'autres courants de pensée. C'est sûr, c'est impossible que ça n'existe pas. Parce que les médicaments, messieurs, dames, ils n'existent que depuis 100 ans. Allez, 150 ans, si on compte la morphine, les trucs comme ça. Mais avant, la naturopathie, mes amis, ça a toujours existé. Le jeûne, la détox, les remèdes naturels, les plantes, etc. Ça a toujours existé. Et ça fait 150 ans qu'on nous casse les coudes ou les côtes pour pas utiliser une autre partie du corps avec des médocs. Parce que soi-disant, sans ça, on est foutu. Mais comment on en est arrivé là en fait ? Comment on a réussi à croire ça ? Comment on a réussi à rentrer là-dedans et à se dire que quand le corps est malade, il n'a pas la capacité divine de s'en sortir en fait, et que sans médicaments on est foutu. Faut quand même que l'homme se prenne pour un ouf, hein. L'homme il a un ego mais de la taille du Brésil en fait. C'est quoi le truc ? L'arrogance de l'homme quoi, en disant sans médicaments, on a inventé les médicaments, les vaccins, etc. Nanana. Sans ça l'humanité est foutue. Mais comment a fait l'humanité avant en fait ? Alors là vous allez me dire bah ouais mais l'humanité, hein, il y a eu quand même beaucoup de morts, il y a toujours beaucoup de morts en fait, hein. Il y a peut-être eu la grippe, la peste, la grippe espagnole, tout ce que vous voulez. Elle sévit toujours la grippe espagnole. Hein. Mais là, vous avez vu le nombre de cancers ? Vous avez vu le nombre de maladies auto-immunes ? Vous avez vu le nombre de bébés qui ont des problèmes dès la naissance, juste après les vaccins, dans l'enfance ? Le nombre de suicides, le nombre de dépressions sévères, le nombre de maladies auto-immunes, j'ai déjà dit, mais de maladies style endométriose, burn-out et tout ça. On n'est pas bien, mes amis, hein, ça ne va pas. Ne me dites pas que c'était pire il y a 200 ans. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois pas que nos grands-parents aient connu le burn-out ou l'endométriose. Je ne pense pas, en fait. Hein. Donc, quand j'ai capté ça,
je me suis mise à chercher autour de moi. Et la vie est bien foutue quand même. La vie est bien foutue parce que j'ai reçu par mail une invitation pour un salon, porte de Versailles ou porte de... je sais plus, porte de Champéret. Une invitation pour... une invitation, hein, comme ça. Pour un salon bien-être. Je sais plus quel salon c'était, zen et bien-être, ou je sais pas quoi. Je me dis, bon, j'y vais. J'y vais, toute seule. Ou je crois que j'étais avec ma meilleure amie, je sais plus. Bon bref, on y va. Et on découvre cet univers bizarre, où les gens ressemblent à des droïdes, où personne ne s'épile. Ça sent un peu, c'est un mélange de jus de légumes et de transpiration, et de gâteaux secs, bio, et sans gluten. Et on rentre dans ce truc-là, et alors on découvre tout un tas de stands, de machins, alors évidemment, hein, je ne comprenais rien à l'époque, hein. Bon, je connaissais un peu, hein, la lithothérapie, les pierres, les machins, l'écriture automatique, les médiums, bon, ok, mais pour moi c'était un peu, c'était Poudlard le bordel, quoi. Mais, bon, moi j'ai toujours aimé, de toute façon, étant petite, moi j'ai jamais été dans le délire princesse et fée et compagnie. Moi j'ai toujours aimé la sorcellerie, les sorcières, j'ai toujours aimé la magie blanche, j'ai toujours été dans ce délire-là. Donc finalement, en fait, quand j'ai mis mon pied dans ce salon et dans cet univers, en fait, je me suis tout de suite sentie chez moi. Je me suis dit, ok, on est à la maison là. Direct. Et j'ai regardé, j'étais dans les allées et tout. Puis je découvre des écoles de naturopathie. Alors c'est marrant parce qu'il y en a certaines, je ne dirai pas leur nom, où en fait ils veulent imiter des écoles de médecine. Donc c'était hyper propre, hyper minimaliste. C'était vraiment témoin, quoi. C'était un stand témoin, il y avait rien. Et les gens qui t'accueillaient, ils étaient en blouse blanche, comme des laborantins, comme des médecins. Mais wesh, qu'est-ce que... c'est pas ça la naturopathie, c'est tout l'inverse en fait. Et je me suis direct éloignée, ça m'a pas plu. J'ai dit ah non, ça j'aime pas, ça me parle pas et tout. Puis je tombe sur un tout petit stand, une école de naturopathie, je vois Dargère Univers, l'école qu'a fondée Pierre-Valentin Marchessault, le fondateur de la naturopathie en France, enfin en tout cas celui qui a importé la naturopathie des États-Unis en France, etc. Et je vois une petite meuf un peu hurluberlue avec les cheveux bouclés blonds, qui je sais pas, qui était un peu... elle jouait de la batterie, je crois. Enfin, elle avait une espèce de tambourin, pas de tambourin, mais elle avait je sais pas, un caisson, quelque chose. Enfin bref, elle tapait avec des petites baguettes là sur son truc. Et puis je lui dis bonjour, elle me dit bonjour, ça va et tout. On commence à parler, nanana. Puis elle commence à m'expliquer ce que c'est la naturopathie. En fait, ce que je vous ai expliqué dans les premiers podcasts, quoi. Et à la seconde où cette fille me parle, je sais déjà que je vais choisir cette école. Et à un moment donné, je lui dis, le souci c'est que c'est 4 ans et demi d'études, enfin 4 ans, et grosso merdo, en comptant le prix des études, le prix... en fait, j'avais une antenne à Vincennes, et à l'époque j'avais la chance d'inviter Vincennes, mais il y avait beaucoup d'examens et de stages à Poitiers, là où était l'école. À Saint-Sauvant plus exactement. Et j'avais capté qu'il y avait pour un gros billet, quoi. Il y en avait pour un gros billet. Et je lui dis financièrement comment ça se passe, nanani, nanana et tout. Elle me dit mais financièrement, si tu crois en l'abondance, si t'as confiance en la vie, t'inquiète pas, hein, tout va se mettre en place. Et c'est la première fois de ma vie que quelqu'un me rassurait par rapport à l'argent et me dit mais t'inquiète, mais il y a de l'argent en abondance. Tout va se mettre en place. Tout est ok. Tout viendra à toi. Franchement, à la seconde où elle m'a dit ça, j'ai eu un déblocage. Et tout est venu. C'est-à-dire que j'ai payé une partie de mon école, mais il y a mon entreprise de l'époque, qui a payé une autre partie. Un tiers, je dirais. Et après, j'ai gagné l'argent nécessaire pour me payer tout ça. Pour me payer mon école, mes allers-retours, tout ce que je voulais acheter, tous mes livres, tout mon machin. Et c'est passé nickel. Bon, je me suis serré la ceinture parce que je bossais à côté, patati patata. Mais franchement, c'est passé nickel. Et je me suis lancée. Et faut savoir que, entre guillemets, je vais utiliser un terme que je mets des guillemets, mais j'ai fait un sacrifice, c'est que en me lançant, j'ai quand même abandonné la musique, qui était le rêve de ma vie, qui est toujours le rêve de ma vie. Mais, croyez-moi, mesdames et messieurs, ça valait le coup. Ça valait le coup, et c'est à refaire 1000 fois. Je le referai. Vous n'avez pas idée, ça a ouvert mes chakras. Non mais ça a ouvert mon cœur.
je suis rentrée dans un univers. Je sais pas comment vous expliquer, c'est comme si... Vous voyez Alice au Pays des Merveilles, souvent je dis ça à mes patients. Vous voyez Alice au Pays des Merveilles, cet univers où vous rentrez là, vous sautez dans le terrier du lapin fou là, qui est tout le temps à la bourre, et vous arrivez dans un monde où tout est complètement à l'envers, complètement hurluberlu, complètement éclaté, tout est chelou, mais tout est vrai, tout est juste, tout a une explication, tout a tout est équilibre en fait. Même quand ça va pas, c'est équilibré, c'est logique. En fait, à ce moment-là, j'ai arrêté de me poser en victime. J'ai compris le sens de plein de choses. Ça m'a pas empêché d'avoir plein de merdasses après dans ma vie. Mais ça m'a fait grandir. Franchement, je vous dis, je suis arrivée, c'était la famille. Je suis arrivée au premier cours. Je vous ferai aussi un podcast sur les cours et tout, comment ça s'est passé, nanana, mais voilà. Et d'ailleurs, le garçon qui chante avec moi là sur Dynasty, qui s'appelle Mathieu, j'ai rencontré ce garçon-là. Écoutez bien, hein, pendant 5 ans à faire des études ensemble, on n'a jamais fait une note de musique ensemble. On habitait Paris tous les deux, et tous les deux, en fait, moi j'ai déménagé à Biarritz, lui il a déménagé en Aquitaine aussi à Arcachon. Et la vie nous a rapprochés, c'est comme ça qu'on s'est mis à faire de la musique. C'est un des meilleurs naturopathes que je connaisse, évidemment, juste derrière moi. et c'est la famille, quoi. Vraiment, c'est la famille. Donc j'ai commencé ces études, et en fait, j'ai tout testé. J'ai tout testé sur moi. Franchement, j'étais la kamikaze. D'ailleurs, on m'appelait la kamikaze dans la classe. Parce que j'ai tout de suite... En fait, le premier cours, le premier module qui a duré 2 ou 3 jours, il était très dense, très intense. Des heures et des heures et des heures à nous expliquer, en fait à nous déformater, à nous sortir de nos conditionnements sur la santé, les médocs et tout. Mais moi, je vous ai raconté mon parcours. J'étais déjà un gros pied en dehors du bordel, quoi, de la matrice. Et ces 3 jours-là, j'ai compris. C'est-à-dire j'ai tout compris. C'est pas pour me mettre au-dessus, hein, mais j'ai tout de suite compris la naturopathie, ce qu'il fallait faire, comment fallait réfléchir. En fait, c'est comme si je m'étais fait une énorme synthèse et j'avais tout compris. Ça m'a pas empêché de faire des années d'études et tout machin, hein, de passer les examens, de machin. Mais c'était un langage comme si, je sais pas, dans une autre vie j'avais connu ça et enfin on parlait ma langue. On parlait mon dialecte en fait. C'était limpide quoi, c'était logique, c'était clair, c'était lumineux, mais bien sûr quoi. Franchement, je suis repartie de là, j'étais gonflée à bloc, j'ai appelé ma mère, j'ai dit mais tu vas tellement vivre, t'inquiète pas. Et j'ai commencé à tout tester en fait, j'ai testé les jeûnes direct, j'ai fait un jeûne direct, oh, laissez tomber hein, franchement. Comment vous dire que sur les jeûnes, et franchement j'ai failli crever plus d'une fois. Je jeûnais alors qu'il fallait pas, trop pour moi. J'ai jeûné des 1 semaine, des 10 jours, j'ai fait des jeûnes secs sans boire d'eau et tout. Oh, laissez tomber, il m'est arrivé des trucs de barjo. J'ai fait des monodiètes, j'ai fait des purges, j'étais une des premières de ma classe à faire les douches rectales directos. J'ai fait des sangsues, j'ai fait là où les gens n'osaient pas aller, moi j'y allais. Des massages, des trucs, des machins, des bordels, des trucs pas possibles. Et franchement j'ai kiffé, et franchement j'ai abandonné une partie de moi-même là-bas, une partie de moi qui était en colère, qui avait la rage, qui avait le seum après le monde entier. Hein. J'ai compris beaucoup de choses, c'était un délire quoi. Et quand j'ai réussi à bien maîtriser le game, donc je pense que c'était en 2e année, j'ai débarqué à Biarritz. Et là j'ai dit à ma mère, là c'est parti. Et ma mère elle était dans le mal, hein. Elle avait au moins 25 kilos de trop, elle était sous cortisone, corticoïdes à fond la caisse. C'était chaud, hein. Franchement c'était très très chaud. Je lui ai acheté un extracteur de jus. J'ai déguerpi, j'ai débarrassé son frigo, ses placards du gluten, des produits laitiers, de la viande rouge, etc., etc. Je lui ai acheté un kit de lavement intestinal, des huiles essentielles, et je lui ai fait un cours sur la naturo. Je lui ai dit écoute, ça se passe comme ça, tu vas faire ça, 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 ça. Et tu me dis, et on fait ça pendant quelques mois. Tu vas te mettre à manger cru tous les jours, que des fruits, que des légumes. Tu vas te faire 500 ml de jus d'épinards, de carottes, de légumes, etc. Tu vas te nettoyer les intestins, tu vas repenser les choses, et tu vas guérir. Eh bien, mesdames et messieurs, ma mère, aujourd'hui, enfin le 6 juin,
elle va fêter son anniversaire, et elle habite Biarritz, et elle est en forme, et elle est guérie, et elle a perdu ses 25 kilos, elle ne prend plus aucun médicament à ce jour, ok ? Elle ne prend plus aucun médicament à ce jour. Elle prend des compléments alimentaires, elle prend de la vitamine C, elle prend du zinc, elle prend des oméga, tatati tatata. Alors ma mère, autant vous dire que au départ, on soigne toujours le corps physique, mais quand le corps physique a été guéri, alors là, ma mère, c'est devenue l'ayatollah de la spiritualité, en tout cas, elle s'est lancée dans le développement personnel, elle a compris v'là le game sur sa vie, sur pourquoi elle était tombée malade. Parce qu'au début, elle me disait, comme tout le monde, elle se victimisait, elle me disait, mais c'est pas normal, c'est que ça m'arrive à moi, j'ai pas de chance, tatati tatata. Et moi, un jour, je lui ai dit, mais maman, tu l'as créée ta maladie. Elle tombe pas du ciel, tu l'as créée. Et tu l'as créée parce que t'as des grandes souffrances en toi que t'arrives pas à évacuer. Mais on va les évacuer ensemble, ces souffrances. Et bien sûr, au début, elle était là, mais oh nanana, hors de question, tu dis n'importe quoi, et machin, et ceci, et cela, c'est normal. Puis au fil du temps, elle a compris. Et franchement, je dis tout le temps aux gens à qui je raconte cette histoire, ce n'est pas grâce à moi, hein. C'est grâce à elle, hein. C'est elle qui a décidé d'utiliser les outils, hein, de se lancer. Et franchement, elle s'est fait violence, hein, parce que c'est pas une mince affaire de se lancer dans cette hygiène de vie-là, de stopper les gâteaux, de stopper la viande rouge, de stopper les œufs mimosa, les spaghettis bolognaises. C'est chaud. Elle a arrêté pendant des années, s'il vous plaît, hein. Mais quand on atteint un stade de non-retour dans la souffrance, on est prêt à tout pour plus souffrir. Et moi, j'ai déjà rencontré des gens dans mon cabinet à qui j'ai expliqué tout ça, à qui j'ai expliqué la naturopathie, le vase du moral, tout ce que je vais vous expliquer dans mes podcasts. Et j'ai eu quelques personnes, pas beaucoup, qui m'ont dit, Elisabeth, tout ce que vous expliquez, c'est logique. C'est du bon sens, c'est des arguments intelligents, intelligibles, je comprends, j'entends ce que vous dites, mais moi, je suis breton, je suis bretonne, je suis je sais pas quoi, anglaise, ce que vous voulez. Et moi, je peux pas vivre sans mes crêpes à la farine de froment, au caramel beurre salé, je peux pas vivre sans mes yaourts au lait de vache, je peux pas vivre sans mon café, je peux pas vivre sans manger de viande. Et je leur dis toujours à ces gens-là, eh bien, dans ce cas, c'est encore trop tôt pour vous. Vous arrivez encore à supporter la douleur. C'est dommage, vous avez perdu votre argent et j'ai un peu perdu mon temps. Mais il n'y a pas de souci, la porte reste ouverte. Revenez quand vous serez devant le mur. Enfin, quand vous serez pris le mur dans la gueule. Et les gens me disent, ouais, quand je serai à ce stade de souffrance, je reviendrai. C'est terrible, mais c'est comme ça. L'homme, il a toujours besoin d'être face au mur pour stopper ses conneries. Et dans toutes les sphères, hein. En amour, financièrement, tout ce que vous voulez, quoi. Donc voilà. Et en fait, quand ma mère a guéri, je m'étais fait la promesse que si elle restait en vie, j'apprendrais à des gens à guérir et à être leur propre médecin jusqu'à la fin de ma vie. Je ne sais pas si je vais faire ça jusqu'à la fin de ma vie, mais je me suis promis de transmettre tout ce que je sais et de montrer aux gens que quelque part l'ère de l'allopathie, elle va s'effondrer. À un moment donné, elle va s'effondrer. Parce que les gens voient bien qu'on se fout de leur gueule. Les gens voient bien que les Doliprane, les machins, les traitements, ça marche qu'un temps. Et que ça ne les rend pas en meilleure santé. Ça les rend pas plus heureux. Par contre, quand on découvre comment fonctionne son corps humain, là, il se passe quelque chose, là. Là, il se passe quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est mon histoire. Et puis après, évidemment, j'ai ouvert mon cabinet. Je me suis spécialisée en irrigation du côlon. Mais je vous parlerai de ça dans un autre podcast. Parce que ça y est, ça fait 40 minutes. Et je trouve que c'est déjà pas mal. Mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir écouté. Si mes podcasts vous plaisent, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner, à en parler un peu autour de vous, à partager, etc. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et surtout prenez bien soin de vous. Ciao.